Qu'est-ce qui, selon vous, représente la menace la plus sérieuse pour l'humanité? Une guerre nucléaire? Le réchauffement de la planète? Non. En réalité, la pire arme de destruction massive est un bloc de roche qui avance dans l'espace en tournant sur lui-même. Il semble plutôt inoffensif, lui qui flotte sereinement dans l'immensité du cosmos. Et pourtant, ces 200 millions de tonnes de roches renferment une énergie considérable, au moins autant que toutes les bombes atomiques de notre planète. Tout de suite, nous vous emmenons aux premières loges d'un terrible impact extraterrestre. Si un tel événement devait effectivement avoir lieu un jour, cela pourrait signifier la fin de l'espèce humaine. Le rocher trace sa route à une vitesse 50 fois supérieure à celle du son. Il traverse violemment la couche supérieure de l'atmosphère terrestre, comme si elle n'existait pas. Le choc est fulgurant. Il libère une force explosive équivalente à 100 millions de mégatonnes de TNT. La planète est submergée par des raz de marée gigantesques ou des tremblements de terre majeurs capables de ravager des villes entières. À peine quelques heures plus tard, un nuage de roches pulvérisées est projeté vers les couches supérieures de l'atmosphère avant d'entourer la planète tout entière. Lorsqu'il retombe, c'est sous la forme de millions de météorites. La température de l'air grimpe comme dans un four. La poussière qui stagne dans l'atmosphère masque le soleil, plongeant la planète dans l'obscurité la plus complète. Et c'est l'hécatombe. Plus d'1,5 milliard de morts avant la fin du jour. Pour le genre humain, c'est peut-être le début de la fin. Vous vous imaginez sans doute que la Terre s'est choisi un coin tranquille du système solaire. Mais à vrai dire, nous habitons un quartier extrêmement dangereux. Notre planète ne se contente pas de flotter tranquillement dans l'espace. Elle fonce à une vitesse proche de 110 000 km/h, au milieu d'un véritable stand de tir cosmique. Des millions de blocs de roches l'accompagnent dans ce périple. Leur taille est variable, allant de quelques décimètres à des masses grandes comme l'Ukraine. Tandis que notre vaisseau bleu trace sa route, son chemin croise sans cesse des bolides de ce type, et pas moyen de les éviter. Cette immensité cache une autre menace, les comètes. Ces blocs de glace et de poussière jaillissent à toute allure des confins du système solaire. Quel est le risque pour qu'un astéroïde réduise à néant la planète Terre? Il y a une chance sur 20 000 qu'un météorite cause la mort de millions de personnes d'ici la fin du siècle. En d'autres termes, chacun de nous a 4 fois plus de chances d'être victime d'un astéroïde que d'être frappé par la foudre. La surface de la Lune est criblée de trous en raison de ces bombardements perpétuels. Une bonne illustration de la puissance de ces rochers tueurs. Mais en réalité, la Terre a été frappée aussi souvent que la Lune. L'humanité a donc eu beaucoup de chance, du moins jusqu'à présent. L'un d'entre eux pourrait frapper là, maintenant, et bouleverser la vie sur Terre, voire causer l'extinction du genre humain. Un rocher comme celui-ci aurait un pouvoir explosif dévastateur au moment de l'impact. Un rocher de 50 millions de tonnes qui arrive à près de 100 000 km/h, c'est 10 fois la puissance que l'on obtiendrait en déclenchant au même moment tout l'arsenal nucléaire que portait la Terre au plus fort de la guerre froide. Mais comment un vulgaire rocher peut-il détruire une masse de la taille de notre planète? Et que faisons-nous pour éviter un tel désastre? Pour répondre à ces questions, il faut parfois se livrer à des expériences extrêmes. Nous allons découvrir dans ce documentaire quelles menaces représentent les comètes et les astéroïdes, mais aussi comment les scientifiques s'efforcent de protéger la vie sur Terre.
Mais d'abord, examinons les preuves. Ici, au nord de l'Arizona, on a repéré des traces d'un projectile venu de l'espace il y a bien longtemps. Voici Meteor Crater, plus d'1 kilomètre de diamètre et quelques 167 mètres de profondeur, ce qui laisserait la place pour organiser simultanément 20 matchs de football et y inviter 2 millions de spectateurs. À l'origine, les chercheurs pensaient que ce cratère était le résultat d'une ancienne activité volcanique. Plus tard, les géologues ont mis à jour des preuves indiscutables. Il y a 50 000 ans, c'est bien un rocher venu de l'espace qui a formé ce trou béant en percutant la Terre. À cette époque, l'homme de Néandertal vivait sur la planète. Ce qui deviendra le désert de l'Arizona n'est encore qu'une plaine boisée, en plein dans la zone tempérée. Un beau jour, un rocher de 45 mètres de diamètre s'écrase au sol. Il frappe avec une force explosive qui dépasse 20 millions de tonnes de TNT. Comment un simple rocher peut-il marquer à ce point le paysage ? Lorsque le bloc pénètre dans l'atmosphère à plus de 70 000 km/h, il se produit dans l'air un frottement pouvant porter la température de l'astéroïde et de l'air qui l'entoure à plus de 55 000 degrés Celsius. C'est 10 fois la température de la surface du Soleil. Mais le coup fatal est dû à l'énergie cinétique, celle qui provient du mouvement et qui est stockée dans la pierre. Lors de l'impact, cette énergie se transforme en un mélange explosif de chaleur, de lumière et de bruit. L'astéroïde se pulvérise alors à l'impact et projette plus de 4 km3 de roches dans le ciel. Les débris retombent en pluie sur la Terre, broyant tout dans un rayon de 8 km. À 80 km à la ronde, rien ne subsiste. Et notre astéroïde n'est qu'un petit modèle. L'histoire du cratère, Eric Asphog la connaît bien. Ce scientifique spécialisé dans la recherche sur les cratères d'impact va nous éclairer. Cela fait plus de 10 ans qu'il étudie les astéroïdes, au point que l'un d'eux porte même son nom, le 7939 Asphog. Les chercheurs s'intéressent depuis toujours aux astéroïdes. Pourtant, il y a de cela à peine 50 ans, la plupart d'entre eux pensaient qu'il s'agissait de blocs de pierre inoffensifs flottant dans l'espace. Et c'est ici, à Meteor Crater, que les chercheurs ont pour la première fois soupçonné le pouvoir de destruction de ces rochers apparemment anodins. C'est l'un des cratères les plus importants observés sur la surface terrestre. Jusqu'aux années 50, on refusait d'y voir un cratère d'impact. Le concept était révolutionnaire pour la géologie moderne. Ces rochers ont été soumis à une force d'explosion bien supérieure à celle du plus puissant des volcans. Même leur structure s'en est trouvée changée. Ce qui nous a suggéré l'hypothèse d'un impact de météorite, c'est cette configuration unique des minéraux de quartz. Si l'on frappe la pierre à l'aide d'un marteau, elle se brise. Et si le choc est beaucoup plus fort, voilà ce qui se passe. Le quartz se fracture. Sur notre planète, ces quartz choqués n'apparaissent que dans des circonstances bien particulières. Lors d'une explosion atomique. Seule la force destructrice du nucléaire peut générer la pression énorme qui défigure le quartz à ce point. Le nucléaire ou une force plus puissante encore, celle d'un gros rocher venu de l'espace. Les découvertes faites à Meteor Crater ont conduit les astronomes à se pencher de plus près sur le cas des astéroïdes. Or, ils en ont identifié une telle quantité qu'ils en ont conclu que la Terre avait été percutée plus d'une fois. La surface de la Lune est marquée, criblée de cratères qui sont autant de preuves. Eric Asphog et ses confrères pensent que notre planète est touchée par un astéroïde de la taille de celui de Meteor Crater tous les 1500 ans. Ainsi, un astéroïde ou une comète d'une taille comparable nous a sans doute percutés il y a moins d'un siècle. En 1908, une forte explosion a ainsi rasé des milliers de kilomètres carrés de la forêt sibérienne.
Par chance, la région était inhabitée et la catastrophe n'aurait pas fait de victimes. Mais si elle avait touché une grande ville, elle aurait tué des centaines de milliers d'habitants. Notre planète n'est donc pas à l'abri des bombardements spatiaux. Mais alors pourquoi la surface de la Terre n'a-t-elle pas le même aspect criblé que la Lune ? Les chercheurs ont bien établi que notre planète a subi de nombreux impacts par le passé, et même récemment, comme en 1908 en Sibérie. Pourtant, les traces ne sont pas faciles à trouver. Peut-on penser que la nature a tout simplement dissimulé certains de ces cratères ? Nous sommes à Manson, dans l'Iowa, une petite ville américaine pareille à 1000 autres. Mais Manson cache un secret. Les géologues ont longtemps soupçonné quelque chose d'étrange dans la région. Des anomalies sont détectées dès 1912, mais tout comme dans le cas de Meteor Crater, la communauté scientifique les attribue dans un premier temps à une ancienne activité volcanique. Puis, au milieu des années 80, deux géologues commencent à faire des prélèvements. Les découvertes de Ray Anderson et Brian Witzke ont tout changé. En voyant l'échantillon du sous-sol, nous avons su tout de suite que quelque chose n'était pas normal. Il y avait un mélange et une juxtaposition de roches qui sont en général distantes de plusieurs centaines de mètres. On voyait les fragments de roches habituellement enfouis à 3000 mètres de profondeur, mélangés à des éclats provenant de la surface. Il s'était forcément passé quelque chose pour qu'ils soient réunis ainsi. Nous avons pu les examiner au microscope et rien dans notre parcours de géologue ne nous avait préparé à une telle découverte. Ce qui prouvait sans aucun doute qu'il y avait eu un impact à grande échelle à Manson, c'est la présence de grains de quartz choqués. L'explosion géante a provoqué une onde de choc qui a traversé le sol. Seule une pression énorme peut donner ce résultat à notre connaissance. Aucun phénomène dans la croûte terrestre ne peut avoir un tel effet. La présence de quartz choqué sur un site vieux de 75 millions d'années ne peut avoir qu'une explication. Il s'agit d'un impact d'astéroïde. Que s'est-il vraiment passé ici à cette époque reculée ? Au moment de l'impact, Manson et ses environs ont connu une véritable apocalypse. La météorite devait avoir un diamètre de 2,5 km environ. C'était une masse de 50 millions de tonnes de roches projetées à 100 000 km/h. Un corps de cette taille avançant à cette vitesse n'a même pas été gêné par l'atmosphère. Il a percuté notre planète et creusé un impact équivalent à son propre diamètre. L'énergie libérée a dû être colossale. C'est 10 fois la puissance que l'on obtiendrait en déclenchant au même moment tout l'arsenal nucléaire que portait la Terre au plus fort de la guerre froide. L'astéroïde a été pulvérisé et avec lui des millions de tonnes de roches et de terre. Le nuage de matière a été projeté dans la stratosphère avant de retomber sur l'ensemble du globe en recouvrant la Terre d'une couche. À côté du cratère formé par l'astéroïde, le Grand Canyon paraît ridicule. Aujourd'hui pourtant, l'impact est invisible à l'œil nu. Comment a-t-il pu se volatiliser ainsi ? Si on ne voit plus rien aujourd'hui, c'est parce que l'Iowa a connu plusieurs phases glaciaires. La dernière date de 12 000 ou 14 000 ans. La structure de l'impact de Manson s'est trouvée enfouie sous 15 à 45 mètres de glace. Les dégâts ont été apocalyptiques. Pourtant, la Terre a réussi à tout recouvrir. Ils sont maintenant indécelables. Selon les scientifiques, notre planète a été bombardée par les astéroïdes aussi souvent que la Lune. La différence, la fabuleuse capacité de la Terre à effacer ses cicatrices. La Lune est constituée de roches stériles et n'a pas d'atmosphère. La Terre, en revanche, est bien vivante. Le vent, la pluie et la glace provoquent une érosion permanente. Aujourd'hui,
Seules quelques centaines de cratères sont encore visibles, attestant des impacts d'astéroïdes. Mais au fait, d'où viennent ces véritables bombes de l'espace? Elles sont plus d'1 milliard à flotter en orbite entre Mars et Jupiter. Leur dimension va du caillou à des masses de plusieurs centaines de kilomètres de diamètre. Elles tournoient dans l'espace, avançant à une vitesse 30 fois supérieure à celle d'un avion de chasse. Ce sont les restes de corps célestes qui, au balbutiement du système solaire, n'ont pas réussi à former de planète. À la place, la fabuleuse force d'attraction gravitationnelle du géant Jupiter a empêché ces rochers de s'agglomérer. Mais ils sont parfois projetés l'un contre l'autre, changent alors d'orbite et prennent le chemin de la Terre. Ces astéroïdes, proches de la Terre, sont appelés géocroiseurs. Ce sont eux qui représentent pour nous le plus grand danger. Ils croisent le chemin emprunté par la Terre autour du Soleil, ce qui rend notre environnement spatial particulièrement dangereux. Dangereux, mais à quel point? Pour le savoir, nous devons une fois de plus remonter le temps. Il y a 65 millions d'années, la Terre entrait en collision avec probablement le plus gros astéroïde de tous les temps. Ce bloc de roche était colossal. Après l'impact, sa face émergente dépassait encore de près de 10 000 mètres la surface de la Terre, une altitude supérieure à nos plus hautes montagnes. Un choc si violent qu'il a sans doute modifié l'évolution de la vie sur Terre. En interprétant les impacts laissés par l'astéroïde à la surface de la Terre, on estime maintenant que 75% des espèces ont disparu suite à une explosion monstrueuse. On en trouve encore des traces à Trinidad, dans le Colorado. C'est Dan Durda, chercheur, qui nous en parle. Durda est l'un des grands noms de la recherche sur les astéroïdes. Il étudie depuis 20 ans ces dangereux rochers et a lui aussi donné son nom à l'un d'eux. Ces pierres renferment des preuves très convaincantes expliquant la disparition des dinosaures. Dans les roches inférieures, on trouve de nombreux fossiles de dinosaures. Mais au-dessus d'une ligne très nette que les scientifiques appellent la limite KT pour Crétacé tertiaire, plus aucune trace de dinosaures. Que leur est-il arrivé? La réponse n'est pas loin, elle se cache dans cette fine couche rocheuse. Elle contient de l'iridium, un métal très rare sur notre planète. La plupart des roches ne contiennent qu'1 milliardième d'iridium. Pourtant, dans cette couche, le taux d'iridium est 200 fois plus élevé que la norme. Mais où trouve-t-on de l'iridium en grande quantité? Dans l'espace, bien sûr, où il est 1000 fois plus abondant que sur notre planète. Cette couche blanche révèle également la présence de quartz choqué. Comme Amundsen et Meteor Crater, seul un astéroïde peut laisser une telle marque. On retrouve ces quantités inhabituelles d'iridium et ces quartz choqués à plusieurs endroits dans le monde, dans des couches KT. Seul un choc hors du commun explique la présence de ces traces partout sur le globe. L'astéroïde a frappé près de l'actuelle péninsule du Yucatan au Mexique. L'impact, qui remonte à 65 millions d'années, a été colossal. Tout ce que le genre humain a pu connaître semble ridicule à côté. L'astéroïde ou la comète qui a frappé la Terre à cette époque mesurait quelques 10 km de diamètre. Il a frappé à plus de 40 fois la vitesse du son. Il était énorme. Après l'impact, sa face émergente dépassait encore de près de 10 000 mètres. C'est la hauteur de vol des avions de ligne. C'est comme si une montagne rocheuse s'était écrasée à la surface de la Terre. L'énergie dégagée représente 6 millions de fois celle de l'éruption du mont Sainte-Hélène, au nord-ouest des États-Unis en 1980. Le souffle de l'explosion détruit tout dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres, rasant des forêts entières. Le choc de l'impact déclenche des tremblements de terre majeurs dans le monde entier. Le tout en seulement quelques secondes. Et le pire est encore à venir. Une pluie de roches pulvérisées est projetée vers les couches externes de l'atmosphère.
certains éléments explosent quelque part entre la Terre et la Lune avant de retomber sur notre planète. En pénétrant à nouveau dans l'atmosphère, ces pierres se sont comportées comme des millions de météorites. Elles ont fait monter la température des couches supérieures de l'atmosphère jusqu'à l'équivalent d'un four domestique. On pense que pendant les mois qui ont suivi, le Soleil a été masqué par la poussière. L'obscurité a envahi la planète. Privée de la lumière du Soleil, la vie végétale s'est éteinte en grande partie. Les animaux herbivores ont à leur tour péri. C'est toute la chaîne alimentaire qui s'est interrompue net. L'impact a libéré un torrent de gaz carbonique, l'équivalent de 3000 ans de consommation de combustibles fossiles au rythme que nous connaissons. Un réchauffement climatique accéléré. C'est comme si toutes les catastrophes environnementales que vous pouvez imaginer se produisaient en même temps. Pourtant, les mammifères peuvent se féliciter de cette catastrophe. Les dinosaures régnaient sur la Terre depuis 150 millions d'années. Leur disparition allait permettre aux mammifères d'évoluer et de dominer la planète. Sans cet impact il y a 65 millions d'années, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Ça a été réellement le déclic qui a permis l'évolution de l'homme. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Si un astéroïde a pu mettre un terme au règne des dinosaures, un impact du même type pourrait aujourd'hui balayer l'humanité. Un projectile similaire qui toucherait Los Angeles aujourd'hui provoquerait un désastre absolu et raserait tout de Denver à Seattle. En réalité, tout le continent nord-américain serait anéanti. Et à mon sens, pas un homme sur cette planète ne survivrait à un tel impact. Mais sommes-nous réellement exposés à un tel danger? Risquons-nous de finir comme les dinosaures? David Levy est un chasseur d'astéroïdes. Il comprend ces risques mieux que quiconque. La Terre avance sur une énorme autoroute, mais une autoroute sans bretelles d'accès ou de sortie. Par contre, elle croise des voies transversales. Chacune de ces voies représente l'orbite d'un astéroïde ou d'une comète. Au moment où nous parlons, l'une d'elles croise notre autoroute, mais heureusement pas à notre hauteur. La priorité est de déterminer si l'un de ces corps célestes traverse l'autoroute quand nous y sommes. Chaque soir, depuis son garage aménagé, David Levy scrute le ciel à la recherche de ce qu'il appelle les terroristes célestes. Nous prenons une photo à l'aide d'un capteur photosensible, puis une deuxième, une troisième, et l'ordinateur les passe automatiquement au scanner. Comme vous le voyez ici, il a localisé un astéroïde. Il ressemble à une étoile, mais en réalité, il se déplace sur un fond d'étoiles statiques. Avec un télescope et un ciel dégagé, on peut repérer des astéroïdes. David Levy a permis au monde entier d'assister à la collision d'une incroyable puissance d'un corps céleste et d'une planète. En 1993, ce scientifique a participé à la découverte d'une comète sur le point de percuter Jupiter. Nous ne savions pas ce qui nous attendait. Le diamètre de la comète Shoemaker-Levy-9 mesurait peut-être 1,5 km. Jupiter est énorme, elle fait plus de 1000 fois la Terre. A priori, nous ne pensions pas voir grand-chose, mais là, quelle surprise! La comète est entrée en collision avec Jupiter à une vitesse vertigineuse de 225 000 km/h. Si elle avait traversé les États-Unis, elle aurait mis moins d'1 minute. La comète se désagrège lors de l'impact, créant un couloir incandescent. Un nuage de gaz s'y propage et de grandes quantités de matière sombre viennent se déposer dans l'atmosphère de Jupiter. La collision a laissé une série de traces de la taille de la Terre, des marques encore visibles 1 an plus tard.
Pour nous, c'était une chance de pouvoir observer la force phénoménale de la nature comme un cours magistral en direct. Voici comment je travaille, voici comment les planètes se forment, comment la vie apparaît sur ces planètes. Regardez ce qui se passe sur Jupiter et vous en saurez plus sur votre propre histoire. Pour David Levy et certains de ses confrères, les corps célestes ne sont pas seulement des forces de destruction. La Terre a été bombardée de comètes et d'astéroïdes il y a 3,8 milliards d'années. Selon certaines théories, ces roches contenaient des molécules d'eau et de carbone en quantité suffisante pour déclencher l'apparition de la vie. C'est tout de même passionnant de les envisager comme une possible source de vie, comme nos ancêtres venus de l'espace. Des ancêtres dangereux d'ailleurs. La naissance de la vie a dû être un événement très brutal, si elle résulte de l'impact d'une comète sur la Terre. D'ailleurs, ce que nous avons observé en 1994 est un résidu de cette violence initiale du système solaire, la collision d'une comète avec une planète. Cela arrive encore. À une époque lointaine, ça se produisait tous les jours. Mais aujourd'hui, Jupiter connaît cela tous les 2 siècles environ, et nous avons la chance de pouvoir l'observer. L'humanité a assisté effarée à la collision de la comète Shoemaker-Levy-9. Le choc a donné le coup d'envoi d'un programme de recherche sur les astéroïdes et les comètes financé par la NASA. Désormais, il fallait repérer au plus vite ces démolisseurs potentiels de planètes. Beaucoup de chercheurs pensent que nous finirons bien par être percutés par un astéroïde. Ce n'est qu'une question de temps. Alors, que font ceux qui nous gouvernent ? Peu de choses pour le moment. Or, il faut savoir que nous avons récemment frôlé la catastrophe. Il y a quelques mois, un bloc rocheux est passé tout près de la Terre, l'équivalent à échelle cosmique d'une balle les raflant la peau. Mars 2004. Un astéroïde d'une trentaine de mètres de diamètre fonce à travers l'espace à 80 000 km/h. Il est à 48 heures de nous et fait route dans notre direction. Les scientifiques l'ont repéré depuis leur observatoire ultramoderne dans le désert du Nouveau-Mexique, patrie des plus grands chasseurs d'astéroïdes que compte l'Amérique. Tandis que le monde ignore le danger qui pèse sur lui, les chercheurs calculent l'orbite de ce nouvel astéroïde baptisé 2004 FH. Il fait le tour du Soleil en 9 mois et navigue entre Vénus et la Terre. Il va passer tout près de nous, bien plus près que tous les astéroïdes qui ont par le passé approché notre planète. 2 jours plus tard, 2004 FH frôle nos têtes à 43 000 km d'altitude. C'est à peu près la hauteur des satellites météorologiques. On le voit ici à l'image. Il est apparu au-dessus de l'océan Atlantique Sud, passant assez près pour être observé avec de simples jumelles. 2004 FH se serait sans doute désagrégé au contact de l'atmosphère. Toutefois, dans le cas d'un astéroïde plus gros, la Terre pourrait être sérieusement menacée. Cette fois-ci, le monde a eu de la chance. Mais les rochers tourbillonnent par millions dans les parages. L'un d'entre eux se dirige peut-être sur nous. Nous avons constaté tout à l'heure les effets apocalyptiques d'un astéroïde de 10 km de diamètre qui, en percutant notre planète, a marqué la fin du règne des dinosaures et permis à l'espèce humaine de se hisser au sommet de l'arbre évolutif. Qui sait si l'un de ces rochers géants n'est pas en route vers la Terre à l'heure qu'il est ? Dans ce cas, y a-t-il quelqu'un pour le surveiller ? Cela semble incroyable, mais seul un pays mène actuellement des recherches d'envergure à ce sujet, les États-Unis. Même les États-Unis, pourtant à la pointe dans ce domaine, n'y ont alloué un budget annuel que de 4 millions de dollars. On pourrait dire qu'il y a plus d'employés dans un fast-food que de scientifiques en quête d'astéroïdes. Les rares chercheurs qui suivent à la trace ces bolides de l'espace exercent ici, dans le désert du Nouveau-Mexique. Voici la mission Linear, le plus vaste programme de recherche au monde sur les astéroïdes. C'est l'équipe de la mission Linear qui a découvert le fameux 2004 FH, cette masse rocheuse qui a récemment effleuré notre planète. Jennifer Evans, chercheuse, nous raconte cette collision à laquelle nous avons échappé de peu.
L'astéroïde 2004 FH est passé à 43 000 km de la Terre. Pour vous donner une idée, c'est l'altitude des satellites de télécommunications, de télévision ou encore de satellites météo que nous connaissons. La communauté scientifique estime qu'un millier d'astéroïdes de plus de 800 mètres de diamètre se trouvent aujourd'hui à proximité de l'orbite de la Terre. La NASA a fixé des objectifs. 90% de ces corps doivent être détectés d'ici 2008 dans le cadre de projets de recherche comme l'INEAR. À ce jour, 60% avaient été repérés. Aucun de ces astéroïdes identifiés ne fait route vers nous, mais il n'y a pas de quoi crier victoire, car on ne sait rien des 40% qui restent. Ceci représente le système solaire intérieur. Regardez ces cercles. Voilà Jupiter, Mars, la Terre, Vénus, Mercure, puis le Soleil. Ce que vous voyez en vert, c'est la ceinture principale des astéroïdes. On en connaît plus de 200 000. En rouge, ce sont les astéroïdes proches de la Terre. Ils croisent la trajectoire de la Terre à un moment ou à un autre. Cela vous donne une idée de la densité de l'environnement dans lequel navigue la Terre. La chasse aux astéroïdes est ouverte. Les chercheurs du programme LINEAR travaillent sans relâche 360 jours par an à l'affût des géocroiseurs prêts à percuter la Terre. 2 télescopes permettent d'enregistrer une série d'images numériques. L'ordinateur efface ensuite tous les corps qui, comme les étoiles, sont immobiles. Tout objet en mouvement est susceptible d'être un astéroïde. Au cours d'une nuit d'observation, on peut enregistrer jusqu'à 7000 images. Certaines nuits, l'équipe localise jusqu'à 100 nouveaux astéroïdes. Le logiciel est si performant qu'il a détecté 3 astéroïdes masqués par l'éclat de cette étoile. Mais même lorsque l'équipe de l'INEA repère un astéroïde, il est impossible de savoir d'emblée s'il constitue ou non une menace. Lorsque nous localisons un astéroïde, l'image est en 2 dimensions. L'astéroïde peut donc se trouver en une infinité de points. Il peut être tout proche de nous, ou au contraire, au-delà de la ceinture principale. La seule façon de déterminer précisément la position de la masse rocheuse, c'est de l'observer sous différents angles plusieurs jours d'affilée. Si l'on parvient à reconstituer son orbite, on peut alors déterminer s'il risque d'entrer en collision avec la Terre. Mais le seul fait de comptabiliser les astéroïdes proches de notre planète ne suffit pas à prévenir la collision. Il est donc essentiel de préparer une réponse à cette menace. Avant de trouver un moyen de défense, toutefois, il faut apprendre à mieux connaître notre ennemi. Pour en savoir plus, rendons-nous à Boulder, dans le Colorado. Ici, la mission Deep Impact, sponsorisée par la NASA, en est à ses derniers préparatifs. Son objectif, aller à la rencontre d'une comète, Tempel 1, et en sonder le sous-sol composé de glace. Cette mission est une première. Selon les calculs des chercheurs, le système solaire compte plus d'1 milliard de comètes. Leurs orbites ne les conduisent que rarement dans les environs de notre planète. Mais leur vitesse est impressionnante. Une comète pourrait percuter la Terre à 240 000 km/h. La mission Deep Impact utilise 2 vaisseaux spatiaux. Le plus grand, le vaisseau mère, est appelé Flyby et le second, Impactor, suit à la trace la comète Tempel 1. Impactor va percuter la comète à 37 000 km/h, creusant un cratère de la taille d'un immeuble de 7 étages. Flyby sera témoin de l'impact. Mais le choc ne risque-t-il pas de modifier l'orbite de la comète et de la diriger droit sur la Terre ? La comète en elle-même mesure 5 km 200 de diamètre. L'impacteur mesure environ 1,40 m. Dans le fond, c'est un peu comme un moustique sur le pare-brise d'un camion. Nous ne risquons en aucun cas de détruire la comète, ni même de modifier sa trajectoire. Bientôt, nos chercheurs sauront ce qui se cache au cœur des comètes. Mais nous en savons toujours aussi peu sur la formation des autres corps célestes qui nous intéressent, les astéroïdes. La communauté scientifique distingue actuellement 3 types d'astéroïdes. Ils peuvent être constitués d'une seule masse rocheuse, mais aussi formés de 2 blocs solidaires, ou encore d'un agrégat poreux de petits rochers. Dans ce cas, on parle de gravats ou rubble pile.
quels sont nos moyens de défense? Le cinéma hollywoodien a popularisé la solution de la bombe atomique pour faire exploser les astéroïdes. Voyons avec Eric Asphog, astronome, comment un astéroïde réagirait à ce type de traitement. L'expérience est édifiante. Nous allons examiner ce qui se passerait selon les types d'astéroïdes. Voici les gravats que la gravité maintient groupés. La structure binaire, 2 blocs côte à côte dans l'immensité. Et la structure monolithique, un unique bloc de pierre. Voyons ce qui se produit. Le monolithe était la plus grosse masse de pierre. Et voilà ce qu'il en reste. La structure binaire, qui est théoriquement moins résistante, a laissé quelques fragments. Pas énormément, mais tout de même de belles dimensions. Et la moins résistante de toutes, l'assemblage de gravats, on constate que tous sont encore là. Il suffirait d'un minimum de gravité et quelques heures après la collision, ces gravats pourraient repartir former un nouvel astéroïde. Ce n'est pas nécessairement l'astéroïde le plus résistant qui survivrait à ce type de bombardement. Alors, comment savoir avec certitude quel serait l'effet d'une tentative de destruction dirigée contre un astéroïde? Voici le centre de recherche de la NASA situé à Ames, en Californie. Ici, on détruit un fragment d'un véritable astéroïde tombé à l'origine au nord-ouest de l'Afrique. La NASA utilise la puissance hors du commun de son canon à hypervélocité. Les projectiles percutent leur cible à plus de 20 000 km/h. Sous la direction de Dan Durda, les chercheurs placent la météorite dans une chambre à vide pour reconstituer les conditions spatiales. Un jour, nous tenterons peut-être de détourner un de ces objets de sa trajectoire pour l'empêcher de nous atteindre. Nous voulons savoir comment réagit un véritable astéroïde lorsqu'il est poussé à droite ou à gauche. Le test de destruction doit pulvériser la météorite en fragments minuscules. Ici, on teste la réaction des différents échantillons de météorites. Là, c'était bon. Excellent. Je crois qu'on peut dire que c'était une fragmentation à très haut risque. L'expérience menée sur cet astéroïde miniature confirme les résultats obtenus tout à l'heure à l'aide d'un fusil. Ici encore, le bloc monolithique éclate en 1000 morceaux. Mais comment réagirait un véritable astéroïde? Pour le savoir, il faut reproduire l'expérience sur un bloc géant de roches spatiales. Mais les astéroïdes monolithiques ne sont pas les plus dangereux. C'est sous forme de gravats qu'ils sont redoutables. La plupart des géocroiseurs doivent leur position à une collision intervenue dans la ceinture principale. La grande majorité des chercheurs estiment qu'un choc de ce type fait éclater un astéroïde monolithique et le transforme en gravat. En somme, parmi les astéroïdes qui font route vers la Terre, beaucoup risquent de se transformer en gravat. Comment repousser une telle menace? Eric Asphog, spécialiste des astéroïdes, nous répond. La Terre n'est qu'un point dans l'immensité de l'espace. C'est une cible insignifiante. Si le destin de cet astéroïde est de percuter la Terre, ce sera surtout une coïncidence. Il va tracer son chemin d'orbite en orbite avant de finir par nous percuter. Peut-être dans 100 ans, peut-être dans 200 ans. Notre mission est de l'en empêcher. Et pour ce faire, si on le repère assez tôt, il suffit de l'obliger à changer d'orbite. Si l'on y parvient, il se contentera de passer au large de la Terre. Ce sera un spectacle magnifique au lieu d'être une catastrophe. Mais pousser un astéroïde géant n'est pas une mince affaire. Et les conséquences d'un échec sont presque trop effrayantes pour être évoquées. L'opération pourrait conduire à l'anéantissement de notre planète.
Mais il existe peut-être une autre solution. Si un astéroïde fonce vers la Terre, que faire pour nous protéger? Nous avons analysé les avertissements de l'histoire, étudié des impacts d'astéroïdes vieux de milliers d'années, analysé la disparition des dinosaures. Nous avons même rencontré un petit groupe de chasseurs d'astéroïdes qui scrutent l'espace à la recherche de rochers en route vers la Terre. Quelle solution nous permettra de lutter contre les astéroïdes susceptibles de menacer notre planète? Rencontre à San Francisco avec un homme plein d'idées. Il s'agit de Rusty Schweickart, astronaute à la retraite. Schweickart pilotait le module lunaire de la mission Apollo 9 en mars 1969, la première à tester ce type d'équipement dans l'espace. Schweickart s'est même offert une sortie de 47 minutes dans l'espace. C'est peut-être à cause de mon passé d'astronaute et parce que j'ai vu la Terre de très loin que cela me tient à cœur. Ça ne fait aucun doute, quand on observe la Terre de là-haut, on comprend combien elle est précieuse. On se rend compte que tout ce qui compte dans la vie se trouve là, en bas, sur cette planète. C'est un point dans l'univers qui est très vulnérable à terme. Le gouvernement américain a débloqué un budget annuel de 4 millions de dollars pour la chasse aux astéroïdes dangereux. Mais seule une très faible part de ces fonds est consacrée à notre protection dans le cas où nous serions menacés. Pour Rusty Schweickart, un système de défense efficace est possible. Son idée ? Construire un vaisseau spatial, un remorqueur pour astéroïdes capable d'atteindre la masse rocheuse, de s'amarrer à elle et de la pousser légèrement pour modifier son orbite. On dirait de la science-fiction. Pourtant, Rusty Schweickart est persuadé que son idée est réalisable. Il sait qu'il doit organiser une démonstration sur pièce pour en prouver sa faisabilité. En cas de succès, l'humanité pourrait contrôler son propre destin. Nous pourrons ainsi protéger la Terre contre ces corps qui ont à plusieurs reprises modifié le cours de la vie sur notre planète. Maintenant que nous nous trouvons au sommet de l'arbre évolutif, nous ne voulons pas finir comme les dinosaures avant nous. Comparé au projet conçu dans le passé, le système de défense proposé par Schweickart est un tournant. Il est selon lui inutile d'exercer une force trop puissante. L'astéroïde se contenterait d'encaisser le coup ou de se reformer. À la place, Schweickart propose une légère poussée exercée sur une grande surface. Mais à ce jour, son idée est encore au stade de la théorie. Il faut prier pour qu'aucun astéroïde ne se dirige vers nous dans les quelques années à venir, car cela prendra sans doute 15 ou 20 ans pour mettre au point une organisation de ce type. Un autre système de défense planétaire est en cours d'élaboration en Arizona. Voici Jay Melosh de l'Université de l'Arizona à Tucson. Sa solution est très simple. Pour détourner un astéroïde qui s'approcherait de nous, il propose de mettre à profit la puissance du Soleil. Je vais prendre un pamplemousse pour vous expliquer cette technique qui consiste à focaliser la lumière du Soleil pour pulvériser un peu de matière. Imaginez que ce pamplemousse est un astéroïde qui tourne sur lui-même très lentement, en 4 heures environ. Si on le place sous le capteur solaire et qu'on focalise le rayon sur l'astéroïde, au bout d'un moment, on le voit commencer à roussir. Il y a même un peu de fumée qui se dégage. À l'endroit où l'on a chauffé la surface, la matière se désagrège et elle agit ensuite comme le jet d'échappement d'une fusée. Lentement, doucement, elle va dévier l'astéroïde de sa trajectoire et empêcher la collision avec la Terre. L'idée serait d'utiliser l'énergie solaire qui est gratuite et disponible en abondance dans l'espace. On la concentre sur la surface de l'astéroïde et lorsque cette dernière se vaporise, ça provoque une poussée. C'est une sorte de fusée propulsée par le Soleil. Si la concentration du rayon dure assez longtemps, l'astéroïde finira par se détourner de sa trajectoire macabre.
Une société de Los Angeles fabrique déjà des réflecteurs solaires. À ce jour, le plus grand qui ait été produit mesure à peine 13 mètres de diamètre. Mais pour JM-Losh, il faudrait un réflecteur solaire de 800 mètres au moins. Un tel appareil prendrait plus de 3 ans à construire et coûterait des dizaines de millions de dollars. Mais pourquoi consacrer des fonds à ces nouvelles technologies telles que les collecteurs solaires à grande échelle ou les remorqueurs d'astéroïdes? Une bombe suffisamment puissante ne réglerait-elle pas le problème? La solution atomique, les gens vont trop au cinéma, ils s'imaginent qu'en déclenchant une arme nucléaire, l'astéroïde se désintégrerait et que les fragments seraient balayés par le vent. En réalité, les choses ne se passeraient pas comme ça. Un astéroïde qui fait 800 ou 1600 mètres de diamètre, c'est une montagne. Ça reviendrait à vouloir déplacer une montagne à l'aide d'une arme atomique. C'est l'Union soviétique qui détiendrait le record de la bombe la plus puissante jamais déclenchée, 60 mégatonnes. Or, pour faire exploser un astéroïde de grande taille, il faudrait l'équivalent d'1 millier de mégatonnes. De toute façon, cette solution est à exclure car elle présente des risques non négligeables. Même si on parvenait à morceler l'astéroïde, les fragments restants continueraient à faire route vers la Terre. Mais en plus, ils seraient radioactifs. La menace d'un impact d'astéroïde est bien réelle. Il y a environ une chance sur 20 000 pour que l'un d'eux anéantisse des millions d'entre nous. Mais la recherche avance. On a déjà détecté en 2004 plus de la moitié des grands astéroïdes proches de la Terre et on espère bien en avoir localisé 90% d'ici 2008. Une fois qu'ils sauront où ils se trouvent, les chercheurs pourront calculer leur trajectoire et déterminer le risque d'impact avec notre planète. C'est un risque naturel tout à fait passionnant, car c'est le seul pour lequel, en principe, nous pouvons prédire exactement ce qui va se passer. Ce serait pratique de pouvoir le faire pour un volcan. Éruption dans 184 ans, 12 jours, 7 heures, 13 minutes et 12 secondes. À ce jour, nous n'avons pas d'impact en vue. Mais si nous découvrons un astéroïde susceptible de nous atteindre, nous saurons exactement quand cela se produira. C'est aussi un risque naturel unique en son genre, car on peut y faire quelque chose. Aucun gouvernement ne consacre des fonds suffisants à la recherche sur la façon d'infléchir la trajectoire de ces astéroïdes apocalyptiques. Pourtant, combien d'entre eux constituent une menace ? Je peux vous dire qu'on connaît environ 3000 astéroïdes et 1 millier de comètes. Mais qu'en est-il des objets non encore découverts? Cela, je ne peux pas vous en parler. Je ne peux pas vous dire si un objet va nous tomber dessus au moment où nous réalisons cette interview. Un objet qui va exploser avec fracas et nous réduire à néant, tout simplement parce que nous ne l'avons pas encore découvert. Nous ne les connaissons pas tous, mais les experts nous disent qu'ils sont là, quelque part, ces astéroïdes prêts à entrer en collision avec la Terre. Si un objet céleste de quelques kilomètres de diamètre nous percutait demain, l'humanité pourrait connaître le sort des dinosaures. Avec suffisamment de temps pour trouver une solution au problème, le monde pourrait éviter ce triste destin. Mais le temps passe. Un astéroïde tueur est peut-être en route.